Alors, bonjour, donc ce n'est pas Madame Hébert, mais Valérie Borde, Ah, et je suis, donc moi, effectivement, je suis la fondatrice du Centre Déclic, et je suis accompagnée aujourd'hui de Jean Hébert, qui est géographe et qui est membre, lui, de l'Association québécoise pour l'évaluation d'impact, dont on va vous parler aujourd'hui. C'est lui qui, en fait, va vous donner la conférence. C'est lui l'expert en études d'impact. La manière dont on va fonctionner et c'est une manière qu'on utilise à Déclic depuis longtemps, pour les conférences en ligne parce que c'est ce qui fonctionne le mieux. On a préenregistré la conférence, donc je vais vous partager mon écran pour vous diffuser une vidéo qui dure 45 minutes. Et puis ensuite de ça, comme le disait Frédéric, on va pouvoir revenir, rallumer nos caméras, rallumer nos micros, et puis vous allez pouvoir discuter avec Monsieur Hébert. La raison pour laquelle on vous présente cette conférence aujourd'hui à vous, les membres du ROB-Vécu, c'est que d'une part, on pense qu'elle peut vous intéresser à titre personnel, chacun d'entre vous. D'autre part, c'est une conférence qu'on aimerait diffuser le plus largement possible dans la population. Donc, si jamais vous la trouvez intéressante et pertinente et que vous aimeriez qu'on la redonne ensuite à d'autres occasions dans le cadre d'événements publics, grand public auxquels vous participez et que vous organisez, on est là pour ça et donc on pourra en rediscuter. Donc, sans plus attendre, Jean et moi, nous allons couper nos micros, couper nos caméras. Je vous partage la conférence et on se retrouve tout de suite après. À tout à l'heure. Fondatrice du Centre Déclic. Depuis 2019, nous organisons des conférences vulgarisées pour faciliter le dialogue en personne entre les scientifiques et le public. Le Centre Déclic est soutenu principalement par les fonds de recherche du Québec. Et cette conférence qu'on vous présente aujourd'hui est organisée et soutenue par l'Association québécoise pour l'évaluation d'impact, dont fait partie Monsieur Hébert, dans le cadre du projet Mieux communiquer les études d'impact. Ce projet est financé par différents ministères et organismes du Québec, du gouvernement du Québec, comme le ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, le ministère des Transports du Québec, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, le BAP et Hydro-Québec, et aussi par une instance du gouvernement du Canada, l'Agence d'évaluation d'impact du Canada. Jean, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord vous présenter. D'abord, bonjour. bonjour. Vous avez été chargé de projet environnement à Hydro-Québec pendant 30 ans et vous avez été impliqué dans de très nombreuses évaluations environnementales à travers le monde, notamment quand vous avez travaillé pour Hydro-Québec International. Vous avez donné aussi beaucoup de formations pour aider certains pays à développer leur expertise en évaluation environnementale, notamment en Afrique. Aujourd'hui, vous êtes à la retraite, vous œuvrez principalement comme consultant, mais toujours très impliqué avec la QEI pour mieux faire connaître cette expertise-là. Alors, dites-nous rapidement, parmi tous les projets sur lesquels vous avez travaillé un peu partout dans le monde, est-ce qu'il y en a un qui vous a particulièrement marqué? Il y en a deux, en fait, qui m'ont marqué davantage, un en Thaïlande et un en Inde, là, parce que j'ai pu entretenir une relation à plus long terme avec les partenaires locaux avec qui je travaillais. J'ai été présent pendant 3 ans. Donc, ces deux projets-là qui combinaient toute une série d'activités en évaluation environnementale de projet et des activités de renforcement de capacité en environnement. Donc, j'ai pu voir là, les partenaires progresser là aussi dans leur prise en compte de l'environnement. D'accord, c'est vraiment intéressant. Justement, quand on pense aux impacts sur l'environnement, on a tout de suite en tête des gros projets industriels avec potentiellement des rejets dans la nature, des nuisances sociales aussi. Mais en réalité, il y a beaucoup de types de projets, des petits comme des grands, qui peuvent avoir des effets très variés sur la nature ou sur les humains. On devrait tous s'y intéresser parce que ces impacts nous concernent évidemment directement ou indirectement et puis qu'on peut les influencer. Alors, de quel genre de projet parle-t-on quand on parle d'évaluation d'impact? Mais en fait, toutes les nouvelles constructions devraient faire l'objet d'évaluations environnementales parce que les travaux sont susceptibles de causer des impacts sur le milieu naturel, le milieu humain. Et donc, les initiateurs de projets devraient s'en préoccuper, là, dans tous les cas. Mais il y a certains projets qui sont réglementés
par le gouvernement qui doivent faire l'objet d'évaluation environnementale. C'est des projets qui sont de plus grande envergure et dont on voit quelques exemples sur la diapo. Donc, ces types de projets-là, lorsqu'ils dépassent certains seuils là, établis par le gouvernement, doivent faire l'objet d'études d'impact. C'est le cas, par exemple, pour les constructions de nouvelles routes, de projets de production de transport d'énergie, de chemin de fer, de tramway, de port. Donc, vous voyez un peu tous les équipements lourds reliés au transport et à l'énergie sont assujettis à l'étude d'impact. Il y a les installations industrielles aussi, comme les mines, qui sont également assujetties. Au Québec, les domaines du transport et de l'énergie occupent à peu près les 2 tiers de tous les projets qui font l'objet d'une étude d'impact au Québec. Il y a d'autres plus petits projets aussi qui peuvent nécessiter une étude d'impact, comme on disait au départ, parce qu'ils touchent, même s'ils touchent à des espaces plus restreints, compte tenu qu'ils ont un impact particulier, là, soutenu sur un milieu humide, par exemple, vont demander de faire une évaluation environnementale également. D'accord. Ces évaluations environnementales, elles ont vraiment une énorme valeur ajoutée et c'est pour ça que c'est important vraiment pour que tout le monde comprenne bien à quoi elles servent et comment elles fonctionnent. Donc, en quoi est-ce que ces évaluations-là permettent de bonifier des projets pour essayer de minimiser leurs impacts? Bon, d'une part, quand on parle d'environnement, on parle à la fois d'impact sur le milieu naturel, sur le milieu humain. Quand on pense au milieu naturel, on pense au milieu humide, aux espèces menacées, aux émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Concernant le milieu humain, on peut penser aux impacts sur l'emploi, le paysage, la qualité de vie en général, ou encore les vestiges archéologiques ou patrimoniaux. Donc, tous ces aspects sont pris en compte dans une évaluation environnementale. Donc, il faut, lorsqu'on fait une évaluation environnementale, s'assurer de bien comprendre les différents impacts d'un projet. Ça constitue un outil essentiel pour bien analyser les conséquences de ce qui est envisagé et faire des choix éclairés dès la conception d'un projet pour réduire ces impacts négatifs. Donc, l'évaluation environnementale aide à élaborer des variantes de projet aussi que les spécialistes en évaluation vont proposer aux promoteurs du projet et à la population. Et ceux-ci peuvent réagir, bonifier les variantes qui sont proposées. Ici, sur la diapo, on voit le projet de tramway proposé par la Ville de Québec. Donc, dans ce cas-là, il y avait 3 variantes qui ont été proposées, qui avaient des conséquences différentes sur la coupe d'arbres, la circulation automobile ou l'accessibilité au commerce de proximité, par exemple. Donc, en proposant des variantes, les principaux impacts sont analysés et comparés. On peut alors concevoir et retenir le meilleur projet possible, donc celui de moindre impact ultimement. Donc, les évaluations sont très importantes pour nourrir les décisions et éclairer les débats. Mais leur rôle est parfois mal compris et les journalistes, la population et même les décideurs ne sont pas toujours bien au fait des processus, des analyses qui ont été faites en amont et cela aboutit parfois à des choix qui ne sont pas optimaux. Donc, on a vraiment tous intérêt à bien comprendre les évaluations environnementales. Oui, tout à fait. Surtout que la manière de se faire ces évaluations-là a beaucoup évolué au fil du temps. Puis on a tendance à l'oublier, mais il y a déjà tout un historique dans l'analyse des impacts sur l'environnement. Les pratiques aussi, on fait beaucoup de projets. Donc, pouvez-vous commencer par nous rappeler, résumer un peu brièvement l'histoire des analyses environnementales? On a peut-être tendance à l'oublier, mais ça fait quand même plus de 50 ans qu'au Québec, on s'est outillé au niveau réglementaire et législatif pour prendre en compte l'environnement. Donc, une loi a été votée pour rendre obligatoire l'évaluation des impacts de certains projets sur l'environnement à la fin des années 70. Donc, le Québec a été une des premières sociétés, donc à l'avant-garde, qui a adopté à cette époque les premières législations d'environnement, mettant sur pied, par exemple, le ministère de l'Environnement, le Bureau d'audience publique sur l'environnement, et donc des organismes qui sont essentiels à la bonne prise en compte de l'environnement maintenant. C'est alors que les premières études d'impact ont été réalisées à cette époque, dans le contexte notamment des grands travaux que menait Hydro-Québec à la baie James, là, dans les années 70. Donc, on peut voir, par exemple, ici sur la diapo, un des tout premiers rapports que le Bureau d'audience publique sur l'environnement a fait pour un projet. Et ça portait sur le projet d'aménagement d'une autoroute sur les battures de Beauport à Québec. Aujourd'hui, les connaissances en environnement ont beaucoup progressé. Et si on devait refaire ce projet-là, par exemple, aujourd'hui, il serait bien différent, car on comprend mieux le rôle fondamental des milieux humides, par exemple, qui étaient particulièrement touchés dans ce cas-là. Il y a aussi une prise de conscience que pour que des projets bénéficient vraiment à l'humanité,
il faut les envisager dans la perspective d'un développement durable, comme on voit sur la diapo aussi. Tout au long de ces 50 ans d'histoire, bon, les évaluations environnementales et les lois qui les encadrent, autant provinciales que fédérales, ont fait d'énormes progrès. Donc, il y a maintenant des méthodes éprouvées, réglementées pour analyser les projets sous toutes leurs facettes. Il y a toutes sortes d'outils qui existent, comme la modélisation. Et il y a des spécialistes qui en ont fait leur expertise première. Donc, dans un premier temps, justement, pourriez-vous nous présenter les différents acteurs qui participent aux évaluations environnementales? Parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est important de bien distinguer qui est impliqué. Oui, donc il y a l'initiateur du projet qui réalisera l'étude d'impact sur l'environnement, souvent assisté d'une firme de consultants spécialisée sur la question. Il y a le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, le MELCC, qui est là aussi, et d'autres ministères et organismes. Il y a le Bureau d'audience publique sur l'environnement qui est bien connu, et il y a aussi du côté fédéral l'Agence d'évaluation d'impact du Canada. Donc, dans toutes ces institutions, on trouve de multiples spécialistes. La plupart sont des employés à temps plein, d'autres sont des universitaires ou des consultants spécialisés dans un domaine d'évaluation ou un autre. Les spécialistes en évaluation d'impact, ils sont présents dans bien des organismes publics et chez le promoteur, mais ils se regroupent aussi au sein d'institutions de praticiens en évaluation environnementale, comme au Québec, il y a l'Association québécoise d'évaluation d'impact, le QEI, et aussi le CIFE, qui œuvre à l'échelle internationale, mais pour la francophonie, dont le QEI est membre. Il y a IAIA aussi, dont le QEI est membre aussi, mais qui est anglophone et qui œuvre à l'échelle internationale globalement. D'accord. Donc, on va rentrer maintenant un peu dans le détail. Si on part du moment où un promoteur envisage de mettre sur pied un projet, mettons par exemple, Hydro-Québec décide de vouloir construire une nouvelle ligne de transport ou on décide d'installer un nouveau dépotoir à un certain endroit, en tout cas. Il y a de multiples étapes que le promoteur ou que l'initiateur du projet doit suivre avant que le projet soit autorisé. Et au cours de ces étapes-là, le projet peut beaucoup évoluer. Pouvez-vous nous expliquer le cheminement d'un projet depuis le tout début jusqu'à la fin de manière très, très schématique pour commencer? Ce qui est en bleu ici, on voit, c'est de la responsabilité de l'initiateur de projet. Ce qui est en vert, c'est le ministère de l'Environnement. Et ce qui est orangé, c'est le Bureau d'audience publique sur l'environnement qui en est responsable. Au départ, le promoteur d'un projet va déposer un avis de projet aux autorités gouvernementales, donc au ministère de l'Environnement. Le ministère va livrer au promoteur une directive qui va lui indiquer comment procéder à son évaluation environnementale. L'avis de projet, il faut dire maintenant depuis quelques années que l'avis de projet est déposé dans un registre qui permet à la population de réagir aussi dès le départ et de faire part de ses préoccupations au ministère et au promoteur aussi. Donc, le promoteur a tout ce qu'il faut à ce moment-là en main pour réaliser comme tel son étude d'impact. Et dans le cadre de la réalisation de l'étude d'impact, le promoteur, lui aussi, pourra procéder à des activités de participation du public pour nourrir son analyse. Une fois que son rapport est terminé, il va le déposer au ministère de l'Environnement pour que celui-ci procède à l'analyse de la recevabilité de l'étude d'impact. Et pour ce faire, le ministère va consulter d'autres ministères et organismes aussi pour nourrir son analyse de recevabilité et va remettre l'avis de recevabilité au promoteur. En parallèle à ça, lorsque la recevabilité de l'étude d'impact est acquise, le Bureau d'audience publique sur l'environnement est mis à profit pour les grands, on parle ici des grands projets, et il y a une période d'information publique qui est lancée. Et à ce moment-là, quiconque peut faire une demande d'audience publique, un citoyen, groupe organisé, pour donc solliciter une audience. Donc, le ministère va analyser ces requêtes et confier au BAP un mandat, si effectivement il y a une demande. Le mandat peut être de trois types, soit une audience publique comme on la connaît habituellement, ou une consultation ciblée, ou une médiation. Et là, le BAP va procéder à cet exercice, soit d'audience, de consultation, de médiation, et va lui aussi générer un rapport qui va être remis au ministre pour recommandation. Donc, le ministre va retrouver sur son bureau le rapport du BAP et le rapport du ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique pour se faire une opinion sur le projet. Donc, c'est des recommandations qui sont
qui sont formulées par ces deux instances et c'est le ministre qui va analyser ces informations-là et recommander au gouvernement de prendre une décision. Donc, d'accepter le projet ou non, ou de l'accepter sous condition. On va rentrer un petit peu dans le détail puis voir ça vraiment concrètement, comment ça se passe. Mais comme vous disiez, hein, il y a un registre. Comment est-ce qu'on peut savoir si des évaluations environnementales sont sur le point de démarrer? Mettons, moi, j'habite dans mon quartier, je voudrais savoir est-ce qu'il y a des évaluations autour de chez moi, des projets qui méritent d'être étudiés dans le détail. Comment est-ce qu'on peut vérifier ça? En allant sur le registre là, qui est sur la page du ministère de l'Environnement, comme on le voit à l'écran, on peut soit par mots-clés ou à l'aide d'une carte aussi cibler là, la région où on se trouve ou le type de projet pour lequel on veut savoir si effectivement il y a des études en cours et l'information va sortir sur le registre. D'accord. Donc ici, on a l'exemple d'un projet d'élargissement du boulevard La Vérandée-Ouest à la ville de Gatineau qui est sur le registre et on peut aller voir l'ensemble des documents qui ont été déposés au dossier aussi. On va voir maintenant concrètement en quoi consiste une évaluation avec des exemples. Comme on l'a vu, l'initiateur d'un projet ne peut pas décider juste d'étudier ce qui l'arrange, hein. La réglementation impose quasiment même la table des matières d'une évaluation d'impact. Alors, qu'est-ce qu'on doit retrouver dans une évaluation des impacts? Ici, on a vraiment les grandes têtes de chapitre d'une étude d'impact classique. Il faut d'abord que l'initiateur de projet mette en contexte son projet et présente la justification du projet. Donc, il faut vraiment que ce soit clair que le projet qui a fait l'objet d'une étude était pertinent, répondait à un besoin et que c'était la meilleure façon de répondre à ce besoin-là aussi. Donc, il faut que ce soit bien posé d'entrée de jeu. Ensuite, le projet qui est soumis, qui a fait l'objet d'une étude d'impact doit être décrit là, en détail. Donc, tous les aspects techniques de ce projet-là, s'il s'agit d'une ligne électrique, il faut connaître le type de pylône, etc., la tension de la ligne, sa longueur, etc. Et par la suite, on va décrire le milieu récepteur, donc la zone d'étude dans laquelle le projet va s'insérer. Et c'est à ce moment-là qu'on peut faire le lien entre les caractéristiques techniques du projet et les caractéristiques de la zone d'étude pour commencer à voir les impacts qui peuvent se poser avec un projet comme celui-là. Donc, par la suite, on décrit les différentes variantes de réalisation du projet. Il y a généralement 2, 3 variantes qui sont suggérées par le promoteur. Et une de ces variantes-là va ressortir comme étant la préférable en étant comparée, là. Et aussi, cela sera nourri par les activités de participation du public qu'on voit sur le côté aussi où la population est invitée à participer à l'ensemble de la démarche. Donc, souvent, on verra quelques exemples. La population va suggérer des optimisations au projet, si bien que le projet qui va être retenu, ce sera une des variantes améliorées souvent. Donc, ce projet retenu de moindre impact va faire l'objet d'une analyse détaillée de ses impacts et pour lesquels des mesures d'atténuation seront proposées. Un aspect important aussi pour les grands projets qui sont souvent de nature industrielle, c'est qu'il faut faire la démonstration que la gestion des risques d'accident a été considérée de bonne façon. Donc, le plan de mesures d'urgence est présenté à ce moment-là. Et on termine en faisant la surveillance de l'environnement et le suivi de l'environnement. La surveillance de l'environnement, ce sont toutes les activités associées à la mise en place des mesures d'atténuation pendant le chantier. Et le suivi de l'environnement, lui, c'est une analyse qui est faite post-projet, si on veut, au moment où le projet est en exploitation, pour vérifier si les mesures d'atténuation ont été efficaces. Et donc, il y a des études de suivi qui sont faites. On verra quelques exemples avec le bruit, notamment, pour s'assurer que ce qu'on avait anticipé s'est effectivement déroulé comme on le pensait. Sinon, on prend des mesures correctrices pour ce faire. D'accord. Donc, on va arriver vraiment à du concret parce que tout ça, c'est un peu le cadre théorique, mais c'est vraiment bien important de comprendre hein, comment ces étapes-là se suivent. On va prendre l'exemple d'un projet réel hein, qui a été réalisé en 2014. On a pris un projet comme exemple relativement courant. Dans ce cas-là, l'initiateur du projet, c'était Hydro-Québec et on voulait implanter un nouveau poste électrique. Donc, dans un premier temps, si j'ai bien
bien compris, Hydro-Québec doit commencer par nous expliquer pourquoi est-ce qu'il envisage d'effectuer ces projets. C'est bien ça, hein? Oui, effectivement. Hydro-Québec, comme je le disais, là, dans ce cas-ci, a justifié le besoin de faire ce nouveau poste ou d'agrandir un poste existant qui était à proximité. Un des éléments clés de la justification d'un projet qui est présenté dans le cadre des projets d'Hydro-Québec, par exemple, c'est d'indiquer quelle est la zone de desserte du poste Atwater là, qui alimente la population et quelle est l'évolution de la charge électrique qui a été constatée ces dernières années. Et Hydro-Québec planifie toujours longtemps d'avance, enfin, pour s'assurer qu'elle est toujours en mesure de répondre à la demande. S'il y a une courbe ascendante qui indique que la demande elle est croissante pour des raisons démographiques ou de croissance économique soutenue, etc. Là. Donc, elle en vient à la conclusion qu'il faut agrandir un poste existant ou construire un nouveau poste à proximité, rééquilibrer la charge en différents postes. Donc, il y a différentes solutions techniques qui sont regardées. Et dans l'étude d'impact, tous ces aspects doivent être présentés là, d'entrée de jeu pour que la population comprenne bien que le projet il est nécessaire et que ce qui est présenté comme projet, c'est la meilleure option, la meilleure solution possible pour répondre aux besoins. D'accord. Donc, dans ce cas-là, si on veut résumer, là, on a un endroit, une partie sur l'île de Montréal où Hydro-Québec prévoit qu'il va y avoir une augmentation de la demande pour un certain nombre de raisons. Et à ce moment-là, ben, évidemment, il y a une évaluation d'impact qui va être faite pour trouver finalement la meilleure solution technique qui va répondre aux besoins en minimisant les impacts pour la population environnante et l'environnement. Donc, une bonne partie du rapport d'évaluation est consacrée à la description de milieu. Quel genre d'informations on va retrouver à ce moment-là dans l'étude? Ici, vous voyez la table des matières type là, du chapitre qui porte sur la description du milieu. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont passés en revue, qui sont décrits. Et vous voyez aussi les cartes qui sont générées là, habituellement pour ce genre d'exercices qui viennent appuyer là, les textes qui sont fournis. Donc, à la fois le milieu naturel et le milieu humain qui peuvent être donc affectés par la nouvelle installation doivent être décrits. Donc, on délimite la zone d'étude, on décrit le territoire, son occupation. On retrouve, par exemple, des milieux naturels, les espèces d'animaux et de plantes, les caractéristiques géophysiques des lieux, comme la manière dont l'eau s'écoule, le relief, la qualité des sols, etc. Du côté du milieu humain, on retrouve le portrait socio-économique, les plans d'occupation des sols, avec la localisation des installations majeures comme les équipements récréatifs ou les routes, et aussi les sites patrimoniaux qui sont inventoriés, les sites archéologiques, ainsi que les caractéristiques du paysage. Donc, l'ensemble de ces aspects sont décrits, sont présentés. C'est souvent illustré avec des cartes comme on voit à l'écran ou à l'aide de photos aussi. Et il y a aussi, comme on le voit également ici, des analyses de bruit qui peuvent être faites, des simulations qui sont faites pour essayer de voir dans quelle mesure les bruits qui sont potentiellement générés par une installation comme celle-ci vont atteindre les limites ou dépasser les limites permises et s'il y a des mesures d'atténuation qui devront être mises en place. D'accord. Donc, cette description du milieu, c'est vraiment comme une espèce de photo ultra précise du milieu humain, du milieu naturel, pour savoir dans quoi le projet va s'inscrire. Ensuite, les auteurs de l'étude décrivent différentes variantes qui seront envisagées pour les travaux. En quoi ça consiste, ces variantes-là? On va le voir avec cet exemple. Puis pourquoi c'est important d'avoir ces variantes? Il y a souvent plusieurs possibilités de raccorder un point A à un point B là, pour une ligne électrique ou pour tout type d'équipement linéaire. Aussi, ça vaut pour les routes ou les chemins de fer ou les aqueducs ou léoducs, etc. Donc, Hydro-Québec va souvent, à moins, et ça se trouve aussi qu'il n'y a vraiment qu'une seule façon de faire, mais généralement, il y en a plusieurs. Et ici, on en avait deux qui ont été proposés par Hydro pour relier la ligne, le poste Atwater au nouveau poste Saint-Patrick projeté ici. Et donc, la variante A, variante B ont été soumises à consultation publique et la variante B qui se dégageait comme étant préférable aussi a été optimisée suite à des consultations avec la population, donc dans le cadre des différentes activités menées
en amont, si bien que c'est une variante B optimisée comme on le voit sur la carte au bas de l'écran, donc autour du rond vert, là, où le lien a été légèrement modifié à l'entrée du poste, le lien électrique de la ligne, pour éviter certains impacts visuels qui se posaient pour les populations qui habitent au nord-ouest du canal de la Chine. D'accord, d'accord. Une partie importante et fondamentale de l'étude, évidemment, c'est les impacts, mais comment est-ce qu'on peut arriver à évaluer l'ensemble des impacts? C'est tellement varié. Comment est-ce qu'on s'y prend? Un outil qui est classique puis qui existe depuis bien longtemps là, et qui est utilisé par les praticiens en études d'impact, c'est ce qu'on appelle la matrice des impacts, où on présente l'ensemble des caractéristiques du milieu humain, du milieu naturel. Et au haut de l'écran, vous voyez les différentes activités associées à la construction et à l'exploitation de l'équipement en question, donc pendant sa durée de vie. Et là, on fait la relation entre les activités de construction, par exemple d'excavation et terrassement, avec les éléments du milieu humain ou naturel qui pourraient être affectés. Donc, si on regarde excavation et terrassement, par exemple, on va voir que ces activités-là vont générer du bruit, donc l'ambiance sonore va être affectée. Il y a l'archéologie qui peut être affectée effectivement en milieu urbain, dans les quartiers anciens. Donc, vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a un lien possible entre une activité de construction ou d'exploitation et un élément du milieu, soit humain ou naturel, la correspondance est faite, ce qui nous donne une image globale de la situation et ce qui guide les praticiens d'évaluation environnementale dans leur exercice d'analyse. D'accord, ok. C'est en quelque sorte un peu les points chauds, là, les points qu'il va falloir regarder. Évidemment, il y a des impacts là-dedans qui sont inévitables, hein. Un chantier, ça fait toujours du bruit. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter les impacts négatifs d'un projet? Ben, dans l'étude, on va indiquer pour chaque impact s'il peut être évité ou atténué. Donc, en parlant d'évitement, c'est effectivement le choix de la localisation du site là, qui est primordial à ce moment-là. Donc, on choisit un meilleur site, on va éviter de causer un certain nombre d'impacts. Mais peu importe où on va, il y aura toujours des impacts, là. Donc, Oui. il faut trouver des mesures d'atténuation. Donc, un chantier, par exemple, va toujours faire du bruit, là. Donc, il existe des méthodes bien connues pour limiter le bruit. Ici, on voit qu'il peut y avoir des murs coupe-sons, là. Dans la photo du bas, on voit il y a une clôture qui est installée autour du poste et il peut y avoir des murs coupe-sons autour des transformateurs qui sont la source du bruit. Il peut y avoir des couvertures anti-bruit aussi. Lorsqu'il est possible d'acheter un terrain plus grand aussi, au Québec le fait toujours aussi pour garder à distance les futurs voisins qui pourraient souffrir du bruit. Donc, il y a toute une série d'actions qui peuvent être prises pour atténuer le bruit pendant la construction et pendant l'exploitation du site comme tel. Pour ce qui est des impacts visuels, ben, c'est la même chose aussi. On a un exemple également où on voit qu'il y a des plantations d'arbres qui sont proposées pour cacher davantage le poste, là, parce qu'il y a un impact visuel qui se pose là, selon certaines perspectives là, pour certains voisins qui s'y trouvent à proximité. En même temps, on peut tolérer évidemment certains impacts résiduels, mais il y a aussi parfois la possibilité de compenser des impacts. Comment est-ce que ça fonctionne? Ben, il y a certains impacts là, qui sont vraiment pas souhaitables, mais qui sont devenus plus dramatiques d'une certaine façon, comme dans le sud du Québec où la grande majorité des milieux humides ont été détruits là, graduellement. Il en reste très peu dans la vallée du fleuve Saint-Laurent notamment. Là. Donc, lorsque on crée des impacts sur ce type de milieu, même après avoir cherché à les éviter, puis après avoir cherché à les atténuer, une autre démarche qui est possible, une autre opération, si je peux dire, qui est possible, c'est de compenser pour les milieux humides qui seraient perdus. Donc, soit en créant un nouveau milieu humide à proximité, ce qui est possible parfois, de qualité semblable minimalement ou de meilleure qualité, ou de compenser financièrement pour la perte du milieu humide aussi. Donc, selon les caractéristiques du milieu humide, sa qualité sera déterminée et la valeur de la compensation va être aussi à l'avenant. Et là, le gouvernement va pouvoir lui mettre en valeur d'autres milieux humides ailleurs avec ces sommes-là. Donc, ça, c'est possible de faire ce qu'on appelle de la compensation. C'est donc une opération qui est venue
s'ajouter là à celle d'éviter et d'atténuer, là, qui était déjà pratique courante Ce chez sont les deux premiers principes, oui, d'accord. Est-ce que l'évaluation des impacts tient compte aussi de ce qui se passerait s'il y avait des accidents pendant la construction ou pendant l'exploitation par la suite du projet? Oui, tout à fait. C'est une dimension importante. Pour la plupart des projets, en particulier ceux de nature industrielle, il y a des plans de mesures d'urgence qui sont proposés où le promoteur du projet doit faire la démonstration qu'advenant un incident, là, il est préparé pour intervenir et il doit indiquer de quelle façon il est préparé et comment il va intervenir. Là. En cas de déversement accidentel de contaminant, là, par exemple, dans un poste électrique où il y a des équipements qui contiennent de l'huile, si jamais il y a des fuites, ben, l'Hydro-Québec doit faire la démonstration qu'elle est en mesure d'intervenir correctement. Dans l'étude d'impact, il faut qu'on puisse sûr que les mesures d'atténuation qu'on a prises, qu'on a prévues, elles puissent être bel et bien mises en place et respectées, que ce sont bien les impacts attendus qui seront observés, qu'il n'y aura pas d'autres effets négatifs qu'on n'a peut-être pas anticipés puis qui vont survenir. Tout ça, est-ce qu'on doit le vérifier aussi d'avance? Oui, oui. En fait, dans l'étude d'impact, tous ces aspects liés à la surveillance et au suivi sont présentés. Mais les activités comme telles qui sont annoncées, comme les mesures d'atténuation qui sont proposées, eh bien, on doit s'assurer qu'elles seront effectivement appliquées, donc mises en place. Et ce n'est donc pas qu'un exercice réglementaire de faire une étude d'impact pour aller chercher des autorisations, mais il faut, une fois qu'on les obtient, réellement appliquer les mesures qui ont été annoncées. Et donc, ça se fait de différentes façons. En surveillance environnementale, il y a un surveillant de chantier qui est souvent présent, un surveillant environnement qui va s'assurer que les mesures d'atténuation prescrites dans l'étude d'impact sont appliquées. Et il y a des outils particuliers aussi qui existent, comme des guides de surveillance environnementale. Aussi, on a l'ensemble des mesures d'atténuation bien détaillées qui sont présentées sur carte. Donc, le surveillant sait exactement ce qu'il a à faire. Donc, et dans le contracteur, enfin l'entrepreneur qui fait les travaux aussi dans son contrat, dans ses clauses, a aussi des indications, des dispositions environnementales là, qui lui indiquent ce qu'il a à faire là, sur le chantier. Donc, il y a différentes façons qui sont mises à profit pour s'assurer que l'environnement est pris en compte pendant les travaux. Puis par ailleurs, ce qu'on appelle le suivi environnemental, c'est ce que j'ai évoqué brièvement plus tôt, c'est qu'une fois que le projet est en place, il est construit, il est en exploitation, puis là, on vient vérifier si les mesures ont été efficaces ou si les impacts anticipés ont été à la hauteur ou de ce qu'on avait envisagé, comme dans le cas du bruit, par exemple, il y a toujours des simulations de bruit qui sont faits avant, dans les études d'avant le projet. Là, une fois que le poste est existant, on vient vérifier si effectivement le bruit n'est pas plus élevé ou correspond à ce qu'on a fait. Et souvent, il est moins élevé que ce qu'on a pu anticiper. Si c'était le contraire, ben là, on vient corriger la situation par des mesures additionnelles. C'est la même chose quand on veut recréer un milieu humide ou planter des arbres. Il faut vérifier si effectivement les plantations se maintiennent bien, si les nouveaux milieux humides aussi survivent bien, tout ça. Donc, il y a des suivis qui sont faits sur plusieurs années, parfois des dizaines d'années également, à la demande des autorités pour vraiment s'assurer que tout va bien. Et la surveillance et le suivi, maintenant, c'est souvent regroupé sous un vocable qu'on appelle le plan de gestion environnementale et sociale, un PGES. C'est une appellation qui revient de plus en plus, où là, dans un document qui est distinct de l'étude d'impact, on va avoir le plan de gestion environnementale et sociale qui, lui, va détailler tout ce qu'il faut faire pendant la construction de l'équipement et détailler les coûts rattachés à ça aussi. Qui est responsable de faire quoi aussi? Donc, il y a des imputabilités plus claires là, qui sont précisées. Là. D'accord. Évidemment, quand un promoteur se lance dans tout ça, il faut ensuite bien qu'il livre la marchandise. Et un des éléments très, très importants des évaluations d'impact, c'est aussi la participation du public qui doit être anticipée et planifiée, en fait. Oui, puis
Il est fortement encouragé, et la plupart des promoteurs le font aussi maintenant, de s'assurer que la population participe pendant la réalisation des études d'impact. Donc, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas que lors des audiences publiques, du bureau d'audience publique sur l'environnement que la participation se déroule, mais bien en amont, pendant que les études d'impact se font. Et le promoteur du projet doit, dans son étude d'impact, dans le cadre d'un chapitre de participation publique, aussi bien expliquer ce qu'il a fait comme démarche là, de participation publique, comment il s'y est pris pour rencontrer les citoyens, les autorités et comprendre le milieu, comment il a tenu compte des préoccupations environnementales et sociales qui ont pu être exprimées par les différents acteurs qu'il a rencontrés aussi, et comment cela a influencé son projet, a pu le bonifier. Donc, toutes les activités qui sont menées, puis il y a toutes sortes de façons de faire. Il y a des bulletins d'information comme on voit à l'écran, il y a un site web aussi qui est souvent créé, il y a des rencontres, des journées portes ouvertes, des sondages en ligne, etc. Donc, il y a toutes sortes d'outils maintenant qui sont souvent menés par des équipes spécialisées en participation publique qui viennent appuyer les experts en évaluation environnementale aussi. Là. Donc, ils font partie de l'équipe et de concert, ils travaillent ensemble à mieux comprendre les préoccupations des citoyens et des gestionnaires du milieu, des autorités qui sont présentes dans le milieu. Il y a aussi une autre forme d'évaluation environnementale qui est beaucoup plus large que les projets qu'on vient de voir, hein, qu'on appelle une évaluation environnementale stratégique. En quoi ça consiste, ça? Donc, c'est une appellation relativement nouvelle. Là. Ici, on quitte l'échelle d'un projet particulier là, pour s'intéresser, par exemple, plus à des politiques, programmes ou plans là, qui sont proposés par les autorités. Donc, en amont d'un projet particulier, on va sentir le besoin, et c'est de demander, là, dans bien des pays officiellement, de procéder à ce qu'on appelle une évaluation environnementale stratégique. Donc, c'est une démarche qui permet de voir si, dans le cadre de politique, plan ou programme, les considérations environnementales pourraient nous inciter à faire des choix particuliers, plus éclairés, outre les considérations techniques ou économiques qui sont généralement regardées. Donc, c'est pas lié à un projet particulier, c'est vraiment un outil de développement durable qui permet de mieux comprendre le contexte dans lequel certains projets peuvent s'inscrire, et ce faisant aussi d'impliquer les communautés, tout comme on le fait dans le cadre d'une étude d'impact de projet, pour que chacun donne son avis et apporte des arguments dans le débat. Donc, ces évaluations peuvent porter soit sur un grand secteur d'activités économiques comme l'agriculture, l'énergie, le transport, ou encore à une autre échelle, le développement d'une filière industrielle spécifique comme l'éolien, ou un territoire donné comme la Gaspésie. Au Québec, il y a quelques exemples d'évaluations environnementales stratégiques qui ont été faites. Et par exemple, il y a eu celle sur qui portait sur les hydrocarbures dans les deux cas, mais il y a eu deux cas. Une évaluation a été portée, par exemple, sur l'exploitation du gaz de schiste dans la région des Basses-Terres du Saint-Laurent. Et une autre a porté sur les hydrocarbures sur l'île d'Anticosti spécifiquement. Donc, il y avait dans les deux cas une dimension territoriale, régionale aussi, et une dimension thématique là, reliée au domaine, là, donc l'exploitation des hydrocarbures dans un cas ou du gaz de schiste dans un autre cas. Donc, ces études-là sont faites par des experts aussi, mandatés par le gouvernement, pour évaluer les impacts possibles associés aux différents choix qui pourraient être pris associés à ces grandes actions là, de développement d'un secteur énergétique dans une région donnée. Si effectivement l'analyse laisse entendre que ça peut être une bonne chose, mais là, il y aura des projets spécifiques qui vont découler de ces politiques, programmes ou plans, et qui font en sorte qu'un projet particulier à un endroit précis, sur l'île d'Anticosti, par exemple, pour aller de l'avant, ou serait suggéré. Donc, il y a une étude d'impact de projet qui va se faire à ce moment-là, où on regardera en détail les impacts. D'accord. Bien, à l'inverse, on peut aussi dire, bon, ben, cette filière-là, compte tenu des impacts qu'on envisage, on va décider de la laisser tomber, comme on a fait par exemple pour le gaz de schiste. Ça génère trop d'impact, tout ça. Donc, on a déjà vu en amont, avant même de s'intéresser à des projets particuliers, que c'était peut-être pas une bonne idée d'aller dans ce sens-là, donc on arrête. D'accord. Pour le public, c'est vraiment pas évident de se retrouver hein, dans toutes ces études d'impact, d'analyse, etc. Puis on a des fois l'impression que
les dés sont pipés d'avance parce que il y a toutes sortes de pressions, de lobbies, etc. Mais en même temps, peut-être que des fois, on se rend pas bien compte non plus hein, du poids qu'on peut avoir comme citoyen pour aller regarder les détails, fouiller les rapports, etc. Donc, quel conseil est-ce que vous donneriez aux personnes qui voudraient comme ça s'impliquer pour essayer d'influencer le développement d'un projet ou même de toute une filière qui peuvent avoir des impacts pour les générations futures? Effectivement, hein, réaliser une évaluation environnementale, on voit que c'est complexe, il y a beaucoup Mm. d'acteurs, il y a plusieurs évaluations qui sont générées. En fait, il y a celle faite par le promoteur, mais il y a aussi celle du BAP, il y a celle du ministère de l'Environnement. Et ce sont souvent des documents qui sont, surtout l'étude d'impact, là, qui sont complexes, qui sont longs, qui sont fastidieux à s'approprier pour les citoyens. Donc, on encourage, malgré tout, et on verra plus loin là, que les praticiens essaient d'alléger tout ça, de simplifier tout ça, mais on encourage les citoyens à participer aux différentes activités de participation publique là, qui sont proposées là, pendant que l'étude d'impact est en cours et à se tenir informé aussi dans le registre gouvernemental du ministère. Là, il faut dire aussi que le gouvernement fédéral a un registre semblable Oui, également qui existe lorsqu'il est impliqué dans un projet. La population peut à ce moment-là intervenir donc en amont et prendre connaissance de l'information et participer aux activités de participation publique. Et on a vu quelques exemples où effectivement la participation de la population vient faire une différence pour ce qui est de concevoir un meilleur projet aussi et d'atténuer les impacts ce faisant là, qui en découlent. On l'a vu avec l'exemple du poste électrique Saint-Patrick là, à Montréal. oui. Et à l'ère des réseaux sociaux aussi, il y a beaucoup de désinformation aussi qui existe, qui circule. Donc, les citoyens sont invités à aller à la source première Oui. générée par les praticiens en évaluation environnementale, que ce soit les initiateurs de projets avec leurs consultants ou les autorités au ministère de l'Environnement ou le Bureau d'inspection de l'environnement aussi, et d'aller s'informer auprès de ces sources-là Oui. plus fiables que de se laisser teinter là, par la désinformation qui peut courir là, Oui. sur différents projets, sur les impacts qu'il y aurait ou non associés à certains projets. D'accord. Oui, donc retourner à la source, c'est important. Il faut se rendre compte que on a toute cette information qui est disponible, qui est comme une espèce de pépite qui est difficile à creuser parce que c'est compliqué, c'est long, etc. Mais ça vaut vraiment la peine parce que c'est extrêmement détaillé. Il y a énormément d'informations qu'on va pouvoir retrouver dans tous les documents. Il y a beaucoup de questions qu'on peut poser. Et puis, il ne faut pas avoir peur de poser ces questions-là, même quand on n'y connaît rien, qu'on est un citoyen ordinaire, hein, c'est important. Pour finir, Jean, il y a quand même aussi des travaux en cours hein, pour améliorer la compréhension des études d'impact. C'est d'ailleurs ça qui vous a amené à mettre sur pied cette conférence à la QEI avec le Centre Déclic. Mais au-delà de cette initiative-là, il y a toutes sortes de réflexions en cours dans le monde pour rendre ce processus-là plus efficace. Pouvez-vous nous en parler? Oui, oui, tout à fait. Effectivement, l'Association québécoise pour l'évaluation d'impact a rapproché le Centre Déclic là, pour monter cette conférence un peu dans cet esprit-là. D'ailleurs, c'est-à-dire qu'on cherche à mieux faire connaître ce qu'est l'évaluation environnementale et à mieux faire connaître les acteurs qu'il y a aussi. Donc, on se rend compte que c'est pas très bien connu de la part du public, des médias, des décideurs. Ça, c'est un aspect, mais par ailleurs, on a compris que l'étude d'impact elle-même, le rapport d'étude d'impact est souvent un document qui est long, qui a des centaines, voire des milliers de pages, qui est complexe, qui est difficile à saisir. Et donc, les praticiens, en collaboration avec les autorités aussi, enfin, tous les acteurs se sont concertés dans le cadre d'un projet que l'AQI mène en ce moment pour essayer de trouver des façons de simplifier l'étude d'impact, de la remodeler de telle sorte qu'elle puisse être plus simple, plus facile à comprendre et que l'essentiel, disons que les impacts les plus importants, ce qu'on appelle les enjeux, ce qui est déterminant dans le choix d'aller ou non de l'avant avec un projet, sont mis en valeur davantage. Donc, il y a une démarche qu'on appelle par enjeu là, qui devrait nous permettre de faire ressortir davantage
ce qui est vraiment important par rapport à un projet, de telle sorte que les citoyens aussi pourront s'y retrouver plus facilement. Et ce qui est recherché aussi, c'est d'essayer de rendre aussi plus clair la réponse que le projet peut avoir aux différents principes de développement durable aussi. Donc, le citoyen pourrait retrouver dans l'étude d'impact une information plus précise, plus claire sur, à savoir si les différents principes de développement durable tels qu'on les retrouve dans la loi sont atteints ou non là, par le projet. C'est une information qui est présente, qui existe, mais qui est disséminée en ce moment dans l'étude d'impact. Donc, un effort de fait sur ce plan-là aussi pour essayer de rendre le tout plus clair. D'accord, oui. Oui, parce qu'effectivement, bon, c'est important que l'étude d'impact soit très détaillée parce qu'on le sait souvent, le diable est dans les détails, hein, mais c'est important aussi qu'on puisse plus facilement communiquer les principaux enjeux qui pourraient représenter une préoccupation pour les citoyens. C'est vraiment rassurant de voir quand même ces questionnements-là surgir parce que ça montre qu'on pourrait finalement faire en sorte de décider encore mieux quels projets doivent être réalisés, comment est-ce qu'ils doivent être conçus pour qu'on ait globalement tous ensemble des meilleurs projets de moindre impact. Merci beaucoup Jean pour ces explications. Merci aussi à vous, cher public, pour votre attention et à nos partenaires, l'Association québécoise pour l'évaluation d'impact et les fonds de recherche du Québec. C'est maintenant la fin de cette vidéo, mais vous avez probablement de nombreuses questions, alors ne partez pas. On vous revient tout de suite en direct pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci. Alors voici, nous sommes de retour au direct. Donc, je suis contente de voir que vous êtes restés avec nous tout ce temps-là parce que je ne vous voyais pas vu que je partageais mon écran. Écoutez, je vous invite à ouvrir vos caméras si ça vous tente, ouvrir vos micros, puis on est là, Jean surtout est là pour répondre à vos questions. Moi, je suis là un peu pour faire l'intermédiaire. Ne soyez absolument pas gênés. Donc, soit vous pouvez lever la main, soit comme on n'est pas très nombreux, vous pouvez aussi lever la main en vrai si vous ouvrez votre caméra. Sinon, vous pouvez aussi écrire vos commentaires dans le chat. Ne soyez pas gênés. J'ai conscience qu'on vous a quand même présenté un bon volume d'informations dans cette conférence-là. Jean, juste pour compléter un petit peu, bon, les études d'impact, on le voit, c'est quand même quelque chose de très détaillé, très compliqué. Où est-ce que vous en êtes dans l'approche par enjeu? Est-ce que ça se rapproche d'essayer de faire des documents, entre guillemets, une version un peu simplifiée, entre guillemets, pour que ça soit plus accessible? Ou est-ce qu'il faudrait encore qu'on aille vraiment, quand on veut comprendre un projet, là, aller regarder toutes les petites lignes de l'étude d'impact? Oui, bonjour à tous. Merci, je suis content d'être avec vous. Là. Merci d'être venu. Pour ce qui est de l'approche par enjeu, il y a vraiment un virage qui est en train de se prendre là, au Québec, mais c'est difficile d'y arriver dans le sens où ça fait 40 ans qu'on fait les choses d'une certaine façon, qu'on fait les études d'impact de manière plus conventionnelle, là, très détaillée. Donc, de prendre ce virage-là, puis de s'assurer que les autorités sont d'accord aussi, nous suivent, ça va prendre un certain temps, mais il y a vraiment une tendance lourde là, pour y arriver. Il y a d'une certaine façon un peu comment dirais-je, une pratique qui est en train de se dérouler parce que le gouvernement, pendant la pandémie, il y a plus d'un an maintenant, a passé une loi pour que certains types de projets se fassent de manière accélérée là, pour encourager là, la reprise économique. C'est la loi 66, si je ne m'abuse, connue sous l'acronyme de l'ACPI, la loi d'accélération de certains projets d'infrastructure. Et dans cette loi-là, il est demandé expressément de procéder par l'approche par enjeu. Donc, les acteurs du milieu ont à se coltailler, si je peux dire, à l'exercice de le faire. Ce sont des projets surtout routiers qui sont concernés. Il y a des projets d'école, projets d'hôpitaux, des projets routiers. Donc, c'est des projets routiers là, par rapport à l'approche conventionnelle parce que les écoles et les hôpitaux ne font pas l'objet d'études d'impact habituellement. Mais à moins qu'il y ait un impact sur un milieu sensible. Là. Mais pour ce qui est des projets routiers, on est en train de voir comment ça peut se faire concrètement, puis quelle est la différence avec l'approche conventionnelle.
Donc, on va vers ça. Puis, il y a de la formation qui s'organise. D'ailleurs, je suis impliqué dans le cadre d'un atelier de formation qui va se dérouler dans la foulée d'un congrès du CIFE dont on a parlé dans la vidéo. Le Secrétariat international francophone en évaluation environnementale tient son colloque annuel cette année à Montréal. Et en marge du colloque, il y a un atelier de formation sur l'approche par enjeu qui va être donné spécifiquement, qui va rassembler les autorités gouvernementales, les praticiens du milieu. Il y a des exemples de projets qui vont être présentés, tout ça. Puis les praticiens vont pouvoir voir comment les choses peuvent se faire. Tout le monde est en train d'expérimenter parce qu'on veut que ce soit plus clair, mais on ne veut pas rien échapper non plus dans l'analyse qui est faite. Parce que c'est vrai que tout l'intérêt d'avoir une étude aussi détaillée, c'est que c'est sûr que on peut espérer que dans un monde idéal, toutes ces études-là seraient parfaitement bien faites par des promoteurs parfaitement objectifs, etc. Mais on sait aussi que des fois, ça se peut que, comme dans tout, ça ne soit pas le cas. Puis c'est important de connaître, comprendre le mécanisme un peu pour aller, entre guillemets, un peu gratter les bobos. Là. Puis là, je pense à aux personnes qui sont avec nous. C'est sûr que quand on est dans un organisme de bassin versant, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, puis j'aimerais ça d'ailleurs vous entendre, les personnes qui sont avec nous, là, d'avoir à creuser un peu des questions ou d'utiliser des études d'impact. Et c'est ça. J'aimerais peut-être connaître un peu votre expérience à chacun, si c'est des outils que vous utilisez, si vous avez appris des choses, s'il y a des aspects que vous aimeriez creuser, c'est un bon moment. Soyez vraiment pas gênés, là. Vous pouvez me dire, moi, j'y connaissais rien, puis j'ai appris plein de choses, ou au contraire, tout ça, c'est vraiment le pain et le beurre de nos activités. Donc, ça serait intéressant pour nous aussi de savoir un peu ce que vous pensez de toutes ces informations-là. Donc, écoutez, soyez pas gênés. Je vois que je ne sais pas si on vous a endormi ou si on vous laisse un peu perplexe, mais en tout cas, je vois quelqu'un qui nous dit qu'elle doit quitter. Écoutez, merci beaucoup. Oui, on va avoir une question de Mathieu. Mathieu, si vous voulez ouvrir votre micro, la caméra, c'est parfait. Je vous écoute. Bonjour. Oui, mais bonjour. Merci pour la présentation. J'avais deux petites questions. D'abord, je me demandais pour la zone d'étude, est-ce que c'est déterminé par le promoteur ou c'est une directive qui a été mise par le ministère? Pour ce qui est de la zone d'étude, c'est le promoteur qui la détermine là, en fonction du type de projet puis des impacts qui sont anticipés. Il peut y avoir d'ailleurs plusieurs zones d'étude dans un projet. Là, si il est question de pollution atmosphérique ou de pollution visuelle, la zone d'étude peut être élargie par rapport à d'autres impacts où la zone d'étude va être plus restreinte. Mais il faut que le promoteur explique pourquoi il a cette zone d'étude-là. Il faut qu'il la justifie, il faut qu'il l'explique, puis le ministère a le loisir de réagir, de demander des précisions, puis de souhaiter que ça soit fait différemment. Donc, ce n'est pas le ministère d'entrée de jeu qui dit ça va être ça, la zone d'étude, c'est le promoteur qui la propose, mais le ministère a toujours la possibilité de la questionner, puis de la remettre en question, puis de demander que ça soit différent. Puis, advenant que ça se rentre dans un BAP, est-ce qu'à ce moment-là, si on a des préoccupations, parce que là, nous, c'est sûr, on est dans le domaine de l'eau, donc souvent, on a des préoccupations du fait que les contaminants vont sortir de la zone d'étude puis atteindre d'autres milieux. Est-ce qu'on peut commenter sur ces sujets-là dans un BAP ou on est plus limité par la zone? Non. Si certaines parties prenantes, certains acteurs du milieu comme vous, par exemple, vous constatez que l'étude a ses limitations puis qu'elle n'a pas pris en compte, par exemple, des impacts qui déborderaient de la zone d'étude, vous avez tout le loisir de l'évoquer puis de demander des précisions à cet égard. Là. Puis l'audience du BAP est un bon endroit pour ce faire. Vous pouvez, comme je disais, quand on parle de participation publique, souvent on pense au bureau d'audience publique sur l'environnement, mais lui, il arrive à la fin de la démarche d'étude d'impact, si je peux dire, parce que l'étude d'impact est terminée, le rapport est fait. Mais c'est intéressant que ça existe parce que, et d'ailleurs, moi-même, je suis membre additionnel là, au bureau d'audience publique sur l'environnement. J'agis comme commissaire à l'occasion. Mais il y a donc une opportunité pour les citoyens qui n'ont pas pu se faire entendre de le faire à ce moment-là.
Mais de plus en plus, les promoteurs de projets prévoient des activités de participation publique en amont, là, pendant que l'étude se fait. Et donc, si vous constatez, par exemple, que la zone d'étude n'est pas assez grande, tout ça, puis vous pouvez le souligner au promoteur pendant qu'il fait ses études pour l'éveiller à cet aspect-là. Puis vous avez votre expertise aussi. Vous pouvez dire, ben, nous, on pense que pour telle raison, l'étude devrait s'étendre plus loin. Puis c'est mieux de le faire à ce moment-là que d'attendre plus tard. Oui, autrement dit, règle générale, être à l'affût des projets dès qu'ils sont annoncés pour être capable de réagir le plus vite possible quand il y a des consultations, c'est vraiment important parce que c'est vrai qu'on a toujours, puis c'est drôle Mathieu que vous ayez parlé du BAP parce qu'on a toujours l'impression que c'est à ce moment-là que les choses se passent. Mais dans les faits, tout ce qui est fait avant, là, c'est pas fait en vain. Là. Des fois, ça ne donnera rien, mais des fois, ça peut vraiment changer les choses, j'ai l'impression. Ce qu'on remarque aussi en complément, ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a beaucoup de promoteurs qui font bien les choses de plus en plus. Là. Tu sais, la participation publique est une dimension qui est intégrée dans la démarche. Là. Ça n'a pas toujours été le cas, puis c'est pour ça d'ailleurs que le BAP a été créé à l'époque. Mais là, de plus en plus, il y a des projets qui, selon la réglementation, seraient susceptibles de se retrouver devant le BAP, là, parce que le BAP ne peut organiser des audiences publiques que sur certains types de projets là, qui ont comme des lignes électriques au-delà de 315 kV ou certains types de routes. Tout ça, il y a des seuils qui sont établis. Si quelqu'un souhaite une étude d'impact, ça peut se faire dans ces cas-là, ou le ministre peut demander une étude d'impact aussi de façon ad hoc. Mais dans bien les projets qui seraient assujettis, parce que le promoteur a bien intégré les préoccupations citoyennes en amont, qu'il a donc organisé des activités de participation publique, puis qu'il a pris connaissance des préoccupations citoyennes et qu'il a modifié son projet. Et donc, dans sa conception, tout ça. Puis finalement, le projet qui est proposé, ben, il répond aux préoccupations citoyennes. Il a trouvé des solutions aux impacts qui se posaient. Bien, il n'y a pas d'audience publique qui est réclamée au final. C'est un projet qui aurait pu faire l'objet d'audience publique, mais personne ne le demande parce que le projet, finalement, il est conçu de bonne façon. Donc, de plus en plus, il y a des projets qui ne font pas l'objet d'audience publique à cause de ça, parce qu'on a bien travaillé avant. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, parfait. J'en aurais une autre, mais je peux laisser. J'ai Allez-y. vu quelqu'un ouvrir sa caméra. Je peux laisser la parole aussi. Non? Ouais, Fanny qui nous fait non, non, non. Donc, allez-y. Parfait. Ben, mon autre question, c'est concernant la fragmentation des projets. Je ne sais pas si ça se voit un peu partout au Québec, mais ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a eu beaucoup de projets dans les dernières années, des gros projets d'envergure qui ont été fragmentés en plein de petits projets qui ont tous subi le processus d'évaluation. Puis ça crée plein de BAP souvent en même temps avec les mêmes personnes qui doivent commenter. Puis on a souvent l'impression que c'est un peu une stratégie de démobilisation envers les gens qui peuvent difficilement participer à tout. Puis on se retrouve souvent limité à pouvoir parler de la vision d'ensemble du projet parce que dans le cadre des BAP, il faut toujours rester dans le sujet particulier. Puis on se demande souvent, est-ce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un à quelque part qui fait l'exercice d'évaluation de considérer tous ces petits projets qui sont un peu morcelés pour voir l'effet cumulatif? Oui, bien, c'est une préoccupation tout à fait légitime. C'est bien, effectivement, que vous le souligniez. Puis ça, pour répondre à ça, ça serait de faire des évaluations environnementales stratégiques. C'est ce que ça prendrait pour avoir une vision plus globale là, de l'ensemble des considérations environnementales, techniques et économiques qui peuvent se poser quand on propose un développement dans une région. Et ça permet aussi de faire une analyse des impacts cumulatifs aussi, ce qui n'est pas souvent fait à l'échelle d'un projet. Mais ça, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas nécessairement une stratégie voulue de la part des promoteurs. Là. C'est la réglementation telle qu'elle est en ce moment là, qui fait que les projets sont analysés séparément. Là. Même dans le cas d'Hydro-Québec, par exemple, il doit y avoir une étude pour une centrale, un nouveau barrage, une nouvelle centrale, par exemple. Puis on peut se douter que s'il y a une nouvelle centrale, il y aura des lignes, il y aura des nouvelles lignes éventuellement pour acheminer l'électricité, mais les lignes vont être analysées séparément. Donc, il y aura une étude pour la centrale, une autre étude pour la ligne électrique, une autre étude pour les postes, là, où ça peut être la ligne et le poste ensemble, là, par exemple. Et donc, ce n'est pas nécessairement
une stratégie là, de scinder, mais c'est la réglementation qui le veut ainsi. Donc, dans le cas au Saguenay, je pense peut-être que vous faites référence au projet de gaz. Il y avait eu le gazoduc, mais avant ça, il y avait eu la mine Ariane Phosphate aussi qui avait un effet similaire un petit peu dans son projet. Parce qu'il peut y avoir le gazoduc, il peut y avoir la centrale, il peut y avoir des lignes aussi. Souvent, Hydro va être sollicité pour acheminer de l'électricité à ce nouveau complexe industriel. Donc, il y a une ligne qui s'en vient. Donc, chacun des projets fera l'objet d'une étude d'impact séparée, puis on peut perdre cette vision d'ensemble-là qu'une évaluation stratégique permettrait. On pourrait appeler ça une évaluation stratégique régionale. On pourrait se dire, ben là, voilà l'ensemble des projets qu'on envisage de faire dans les prochaines années. Quelles considérations environnementales y a-t-il à prendre en compte? Et ça, Jean, ça pourrait être une demande justement d'un organisme de Saint-Vincent de dire, bah, écoutez, regardez, nous, dans les prochaines années, on sait qu'il va y avoir telle affaire qui va faire l'objet d'une évaluation d'impact. Nous, on voudrait avoir une évaluation régionale parce qu'on pense que tous ces projets combinés méritent d'être analysés ensemble. Ça pourrait se faire, ça. Oui, c'est dans la logique de... Je ne suis pas surpris que la question soit posée par les gens qui œuvrent dans les organismes de bassin versant, parce que par définition, vous avez cette vision qui est à une autre échelle du bassin versant aussi, non pas d'une rivière particulière, par exemple, ou à une autre échelle d'un élément du bassin. Donc, ça, c'est dans... On y arrive, là, je dirais, au Québec. C'est dans la refonte réglementaire qu'il y a eu en 2017-2018, la pertinence de faire des évaluations environnementales stratégiques a été bien posée. C'est dans la loi. Et même au ministère de l'Environnement, une direction qui porte ce nom-là maintenant, évaluation environnementale et stratégique. Sauf que les règlements d'application ne sont pas encore sortis. Et là, le ministère y travaille. Et sans doute là, que bientôt, là, ça s'en vient. Ça s'en vient, je dirais. Il y a comme une maturité au Québec pour aller dans ce sens-là aussi. Les gens le souhaitent aussi. Puis on voit que ça se fait dans bien les pays du monde aussi. C'est demandé, c'est fait. Et moi, je le fais en ce moment, par exemple, au Zimbabwe, en Afrique, là, pour ce qui est du plan électrique national du Zimbabwe pour les 20 prochaines années. Et là, le gouvernement se demande, ben, qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux approvisionner en électricité nos citoyens sur un horizon de 20 ans? Est-ce qu'il faut faire plus d'éolien, de solaire, d'hydro, du thermique? Ils ont du thermique charbon aussi. Donc, avec les changements climatiques, tout ça, tout ce qui peut être considéré côté environnement pour éclairer les meilleurs choix, ben, c'est le temps de le faire dans le cadre d'une évaluation stratégique. Comme ça, on peut arriver à dire, ben, voilà, la croissance sera tel et vous devrez mettre tel ou tel type d'installation en place pour répondre à la croissance. Et ces installations-là, ben, on sait qu'elles auront moins d'impact que d'autres. Ça n'empêche pas qu'il faut faire des études d'impact de projets, là, éventuellement, quand chacun de ces projets-là vont se faire. Mais en amont, on a eu l'opportunité de réfléchir aux grandes orientations qu'il faut prendre pour faire en sorte que les choix causent moins d'impact environnementaux plus tard. D'accord. D'autres questions? Merci pour la réponse. Ben, écoutez, est-ce que, je suis curieuse, comment vous les voyez, vous, par exemple, Mathieu, puisque vous êtes parmi nous, donc je me permets de vous interpeller parce que vous êtes une des personnes qui a sa caméra ouverte. Vous les utilisez, les évaluations d'impact, vous trouvez que c'est utile, c'est pertinent, c'est complet, pas complet, compliqué, bien maîtrisé? Oui, ben nous, dans notre cas, on en voit quand même passer plusieurs. Là. On a quand même un gros territoire aussi, donc ça aide à avoir beaucoup de gros projets. C'est sûr que nous, avec le réservoir qui est le lac Saint-Jean, avec Rio Tinto qui le gère, c'est un gros sujet dans notre région. Donc, on est nécessairement interpellé par ça, on doit se prononcer. Donc, c'est sûr qu'on les utilise. On voit beaucoup d'avantages aussi aux études d'impact parce que ça nous permet de documenter le territoire, surtout dans nos régions éloignées. C'est rare d'avoir des possibilités d'avoir de l'acquisition de connaissances. Donc, les études d'impact permettent ça.
La seule difficulté, c'est qu'il faut savoir qu'elles existent. Il faut après ça toutes les compiler, puis les interpréter aussi selon nos besoins. Mais oui, on a quand même tendance à les utiliser beaucoup, à les commenter beaucoup ici. Mais je ne savais pas, par exemple, qu'il existait le registre où on pouvait déjà, dès le départ, voir ce qui s'en vient. Donc, nous, souvent, quand on était rendu au BAP, qu'on était interpellé, donc là, je suis content de savoir qu'on peut participer un petit peu plus tôt sans attendre que ce soit le promoteur qui vienne nous rencontrer. Là. Mhm. Ouais, c'est intéressant. Donc, ça veut dire que je suis contente de voir que même si vous êtes des utilisateurs, il y a quand même des informations. C'est tellement compliqué ce monde-là. Là. Je vois Madame Baudouin qui a levé sa main. Je vous donnerai la parole. Ben oui, juste pour ne pas laisser Mathieu parler tout seul. C'est gentil. Ça. Dans le fond, nous, on a un petit territoire, fait qu'on n'a pas beaucoup de projets d'envergure avec des consultations publiques là, de gros projets. Là. On a plusieurs petites études d'impact, là, mais minimes. Là. Vous êtes à quel endroit? Je suis dans l'Anaudière, mais plus c'est un petit bassin versant, là, plus dans le bout de Berthierville, tout ça. Là. D'accord. Fait que, il y a déjà eu un projet de pont puis tout ça, mais il n'y a pas eu tant de gros projets. Mais je suis contente, comme Mathieu, je ne savais pas qu'il y avait un registre qu'on pouvait suivre. Puis là, je suis allée voir voyons, je me souviens, le AQI. Ouais. AQI, excusez. Je vais aller le feuilleter. Là. Je trouvais ça pertinent là, comme information. Là. C'est des choses que je ne savais pas. Puis c'est ça. Puis dans la même vague, souvent, je sais que bon, il y a toutes les nouvelles lois, que tout est divisé ou par projet. Mais je sais que ce n'est pas les études d'impact, mais c'est la réglementation, mais de l'effet cumulatif. C'est tout considéré un seul. Moi, au niveau de l'eau, c'est ça, c'est les cours d'eau qui sont ma principale inquiétude des milieux hydriques, mais milieux humides. Mais le fait qu'un projet est évalué seul, mais il ne prend pas en compte les autres projets qui sont déjà existants, qui peuvent avoir un effet ou sur le long terme. Là. C'est ma plus grande préoccupation. Dans notre bassin, c'est notre plus grande préoccupation. On s'en vient avec des manques d'eau parce que nos rivières sont pompées, mais on ne prend pas en considération le nombre de pompages nécessairement dans les études. Oui. Ouais, donc ça, c'est quand même problématique. Puis est-ce que les membres des organismes, votre population, vous avez l'impression que les gens comprennent à peu près comment ça fonctionne, ces études d'impact, puis où ça reste... Non, je pense pas. Je pense pas tant que ça que les gens comprennent. Là. Non. Mais c'est sûr, on n'a pas de gros projets. Là. Le seul qu'on avait eu un moment donné, c'était je cherche mes mots. Un projet minier, peut-être? Oui, il y avait eu il y avait le gros projet minier, mais ce n'est pas sur notre territoire. Nous, on avait eu dépôt un gros dépôt, j'essaie de ne pas le nommer, là, mais pour les vidanges. Voilà une couple d'années. Un lieu d'enfouissement technique. Merci, un lieu d'enfouissement technique. Donc, ça avait fait bien controverse. Les gens n'ont pas été... je pense que les gens n'ont pas senti qu'ils ont été écoutés ou que ça a été une grosse controverse, l'agrandissement de ça pour les gens. Ouais. Ben, c'est certain que nous aussi, ce qu'on aimerait, puis là je parle aussi bien en mon nom que au nom de Jean, c'est que justement quand il y a un projet comme ça qui arrive ou dont on sait il va y avoir un projet qui va se développer dans une région, on aimerait pouvoir venir présenter avant aux gens comment ça marche une étude d'impact, c'est quoi le processus pour essayer d'un peu de décrypter pour tout ça, pour que justement, quand les consultations arrivent, les gens soient peut-être un peu moins démunis, tu sais, déjà une idée de qu'est-ce que le promoteur est censé faire, où est l'information, ce à quoi il faut faire attention, comment ça marche, chez qui les gens qui font les évaluations, etc. Parce que c'est vrai que c'est quand même, en tout cas personnellement, je trouve que c'est extrêmement compliqué là, de se démêler dans tout ça. Là. Donc c'est pour ça qu'on voulait aussi aujourd'hui vous passer ce message-là que
quand vous serez pris dans vos régions respectives, dans vos bassins versants respectifs, avec des projets dont vous sentez qu'ils pourraient coincer d'une manière ou d'une autre, là, on est là pour essayer de vous aider. Je pense que c'est l'objectif, hein, Jean, de tout ce projet-là, là, sur mieux communiquer les études d'impact. Hein. Oui, puis à l'AQAI, il y a eu l'initiative de faire la conférence qu'on vient de présenter, mais il y a d'autres activités aussi qui ont été préparées ou qui sont en préparation aussi pour mieux faire connaître les évaluations environnementales. Donc, je vous invite à aller sur le site web de l'AQAI aussi, où il y aura de plus en plus d'informations qui expliquent de quoi il s'agit. Puis, et des liens qui vont être faits avec de l'info qui se trouve sur d'autres sites aussi. Là. Donc, on a l'ambition, par exemple, aussi de créer un exercice qui va être utilisé en milieu scolaire, collégial, universitaire aussi, pour que les étudiants puissent se familiariser avec les études d'impact. Il y a toutes sortes d'initiatives dans les médias également. Donc, on veut vraiment œuvrer à mieux faire connaître la chose. Puis du côté du rapport comme tel, comme je disais, avec l'approche par enjeu, puis il y a toujours un résumé aussi qui accompagne le rapport. Fait que le résumé, lui, on veut vraiment que ce soit un document convivial là, qui soit conçu pour aider la population à mieux comprendre un projet aussi. Puis le rapport, il va, malgré les efforts qu'on pourra faire, il va toujours rester un document dédié aux autorités, hein, à d'autres experts, pour que le projet soit analysé et que les permis soient délivrés. Mais le résumé de l'étude d'impact, c'est un document qu'on peut concevoir vraiment en ayant en tête les citoyens, puis en faire un document beaucoup plus accessible, convivial. Fait que dans les prochaines études, dans les prochains projets qui vont se faire, là, je vous invite à être attentif aussi. Ça a déjà commencé, il y a des résumés qui sont beaucoup mieux faits qu'avant, plus simples, plus clairs, plus imagés, avec plus de cartes, avec un effort de vulgarisation scientifique aussi, là, qui est fait pour que ce soit plus facile à saisir. Là. Puis souvent, dans le résumé, il y a l'essentiel de l'information qui s'y trouve. Là. On n'a pas nécessairement à lire l'étude d'impact au complet. Au complet, oui, parce que c'est par ailleurs, à moins long, d'avoir des préoccupations particulières. Là. Donc, on s'en va vers ça. Là. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires divers et variés en lien avec le sujet d'aujourd'hui parmi les gens qui sont avec nous aujourd'hui? Écoutez, si on était super clair, je vois Frédéric qui a rallumé sa caméra. Écoutez, je ne sais pas si Frédéric, c'était plus pour une question ou pour clore l'activité, parce que si on n'a pas plus de questions, on va s'arrêter là. Non, c'était pour clore l'activité. Donc, merci beaucoup, Mme Borde. Donc, ça fait plaisir. Monsieur Borde et Mme merci beaucoup pour votre temps. Ça fait plaisir. Son présence et son enregistrement va être disponible bientôt, mais c'est un enregistrement qu'on va devoir garder là, à l'intérieur de notre réseau, là, pas grand public. De toute façon, on va faire le suivi de tout ça. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé et bonne fin de journée. Merci tout le monde. Merci à vous. Au revoir.